À la une ce soir, la colère du syndicat SNEP-FSU. Dans une circulaire publiée récemment par le recteur d'académie, rappelle aux enseignants leur devoir de ne pas quitter la Guadeloupe avant la fin des examens. Le SNEP-FSU monte au créneau et juge la circulaire illégale. Et les ouvriers agricoles ont intercepté en milieu de journée des camions chargés de bananes destinés à l'exportation. Exaspérés par leur mobilisation devant sa plantation, Francis Lignière a porté plainte. Un des producteurs de bananes de Guadeloupe sera dans quelques minutes avec nous pour en parler. Et l'école primaire Léon Fex de Pointe-à-Pitre récompense les meilleurs élèves de l'année. Une cérémonie organisée ce matin qui consacre l'excellence comme objectif à atteindre. Le reportage d'Isabelle Hameau est à venir. Et vif succès pour la journée de l'Olympisme au Stade des Abîmes. Le comité sportif l'UCEP et la ville des Abîmes mobilisés pour soutenir la candidature de Paris pour les JO en 2024 avaient organisé cette action à destination des jeunes de la communauté d'agglomération de Cap Excellence. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe, je suis ravie de vous retrouver. Les enseignants reporteront-ils leur départ en vacances? Le rectorat de la Guadeloupe a publié il y a quelques jours une circulaire pour demander aux enseignants du second degré de ne pas quitter la Guadeloupe avant le 12 juillet prochain, date correspondant à la fin des oraux de rattrapage du baccalauréat. Mais selon le syndicat SNEP-FSU, cette circulaire est illégale. On écoute les explications du secrétaire académique Emmanuel Roublot. Il est interrogé par Patrick Curie et Moïse Dexter. Notre position par rapport à cette circulaire, c'est qu'elle est maladroite. Elle est mal formulée, le titre n'est pas à propos puisqu'il traite d'une reconquête du mois de juin alors que là on parle du mois de juillet, du 6 juillet au 12 juillet, donc on n'est pas dans une reconquête du mois de juin. Ça jette un peu l'opprobre aussi sur une profession, ça laisse supposer qu'il y a une profession qui n'assure pas ses missions, qui s'en va avant d'avoir terminé le travail, ce qui n'est absolument pas le cas. Là, ce qu'on voudrait rappeler, c'est que les élèves n'ont plus cours à partir du 6 juillet. Les statuts des enseignants sont faits de telle manière qu'ils ont des heures de cours à assurer face à leurs élèves, un service face aux élèves, et qui sont libres d'organiser leur temps en dehors de ces cours pour assurer leurs cours, pour préparer leurs cours, pour se concerter avec leurs collègues de manière la plus libre possible. Régulièrement, cette lettre est publiée, mais elle était publiée par le recteur précédent, pas par ce recteur-là. On l'a dénoncée régulièrement, mais elle était peu diffusée. Là, il semble qu'elle soit beaucoup plus diffusée, qu'elle arrive jusqu'au collège, ce qui n'était pas le cas juste avant. Il y avait peut-être des filtres qui étaient faits par les chefs d'établissement. En tout état de cause, le recteur n'a pas de possibilité de retenir sur le territoire les enseignants. Ce n'est pas dans sa capacité. En colère, très en colère, les ouvriers de la banane ont intercepté aujourd'hui 3 camions chargés de bananes qui devaient se rendre à Jarry afin d'être exportés vers le marché européen. Mais avant cela, ils étaient mobilisés devant la plantation de Francis Lignière, le président des producteurs de bananes de Guadeloupe, et ce depuis près de 2 jours, déterminés à obtenir satisfaction. Pour la première fois, un représentant du groupement de bananes de Guadeloupe a accepté de parler sur notre antenne. Jean-Michel Emmanuel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'administrateur du groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe. Avant d'aller beaucoup plus loin sur cette question du conflit de la banane, je vous propose de réécouter avec moi les propos de Jean-Marie Nomertin, leader syndicaliste qui défend les ouvriers de la banane. On écoute sa réaction. Nous avons rappelé que le 30 janvier 2017, M. Lignière émet à chaque salarié de service Cadio que la loi de mensualisation est appliquée à partir du 1er janvier 2017. Celle qui nous a dit, bon nous tout l'argent qu'elles ont volé nous, bon nous tout droit à nous qu'elles ont volé nous. Et nous a dit, non seulement faisons que payer, mais faisons que payer tous les jours de grève parce que c'est les autres qui mettent nous en grève. Jean-Michel Emmanuel, les ouvriers de la banane réclament une chose qui est assez... ils demandent l'application de la loi. Que leur proposez-vous aujourd'hui? L'application de la loi est incontournable. Elle ne peut pas être négociée. Nous ne pouvons faire autre chose que d'appliquer la loi et de faire effectivement des rattrapages. C'est ça qui leur a été proposé lors de la dernière négociation. La feuille de route étant fixée par le préfet de la Guadeloupe. Alors le point de rupture justement se situe à ce niveau-là, au niveau des rattrapages, c'est-à-dire rattraper toutes les années, puisque cette loi est obligatoire depuis 1989, 28 ans, de rattraper toutes ces années perdues de salaires non payés. La question, c'est que Jean-Marie Nomertin refuse une négociation par branche, mais il réclame une négociation collective. Alors, quand on parle de ce qui n'a pas été payé, alors, vous savez,
on ne peut pas dire que la mensualisation n'était pas appliquée. Elle était appliquée globalement, elle était peut-être mal appliquée. Et il y a effectivement des ratés. Il est absolument sûr qu'il y a du rattrapage. Et ce rattrapage doit être effectivement défini. Ce sont généralement des absences. Pourquoi ne pas accepter la convention collective? Pourquoi ne pas accepter une négociation au niveau collectif? Parce qu'il n'y a pas de convention collective. Nous en avions négocié une avec la CGTG qui ne l'a pas signée au dernier moment. Donc aujourd'hui, effectivement, nous reconnaissons que cette mensualisation n'est pas appliquée ou n'est pas correctement appliquée. Et nous sommes tout à fait d'accord, et nous l'avons dit devant le directeur du travail, nous sommes tout à fait d'accord à faire des rattrapages et nous sommes tout à fait d'accord à l'appliquer. Et d'ailleurs, nous sommes mis d'accord pour définir les modalités justement de cette application. Le gros problème, c'est de pouvoir faire la preuve que l'ouvrier est absent, non pas de son fait, mais du fait du patron. Alors, il y a eu beaucoup de témoignages concernant les ouvriers de la banane de la Guadeloupe. Nous avons reçu d'ailleurs ici même des représentants, des témoignages assez accablants et édifiants de personnes qui travaillent dans de très mauvaises conditions et qui se rapprochent beaucoup de l'esclavage moderne. Un rapport du CHST qui a été rendu en janvier 2014 qui pointe aussi du doigt de mauvaises conditions de travail. Et puis ces fameuses absences sur des jours fériés, des jours fériés qui sont considérés comme des absences. C'est une pratique courante dans les exploitations de bananes en Guadeloupe? Alors moi, je ne sais pas. Nous avons eu la preuve à TV Guadeloupe. Je ne connais pas les pratiques qui se font dans les exploitations. Mais ce que je peux vous dire, et ce sur lequel nous sommes entendus lors de la négociation, c'est que la loi doit être appliquée. Et que si la loi n'était pas appliquée, qu'il y allait y avoir rattrapage. Voilà. On a le sentiment que, à vous écouter, que Jean-Marie Nomertin et tous ces ouvriers sont en colère pour rien, puisque finalement, ils vont tout obtenir. Nous pensons que suite à la décision qui a été prise à la SCA Bois Debout, la même démarche aurait pu être faite sur les exploitations sans grève. Et qu'on ne peut pas contourner la loi. Cette bataille s'est faite de façon judiciaire, elle ne s'est pas faite facilement. D'ailleurs, je crois que M. le gérant de Bois Debout a même fait appel de cette décision. À Bois Debout, c'était beaucoup plus complexe. Il y avait plusieurs problèmes. Il y avait un problème de 13e mois. Il y avait ce problème de mise à jour de la mensualisation. Au Bois Debout, le cas du Bois Debout ne peut pas être appliqué à toutes les autres exploitations de la Guadeloupe. Ce qui s'est passé à Bois Debout, ce qui a été dénoncé à Bois Debout, n'est pas valable dans les autres exploitations de la Guadeloupe, les 189. Elle ne peut pas s'appliquer à toutes les exploitations. Est-ce que ce qui a été dénoncé à Bois Debout s'opère dans les autres exploitations de bananes de la Guadeloupe? Vous êtes un acteur, vous connaissez ce secteur depuis de longues années. Il y a des exploitations bananières en Guadeloupe qui, à mon sens, appliquent parfaitement les modalités. Il y en a, donc il y a celles qui ne le font pas. Si aujourd'hui la profession reconnaît qu'il y a nécessité de faire rattrapage, en 2017, c'est que forcément il y a des exploitations qui le faisaient mal. Donc l'un des sujets de la négociation que nous avons eu avec la CGTG, c'était de justement mettre sur pied les modalités d'application exploitation par exploitation. Mettre des pointeuses, par exemple, pour que l'absence soit effectivement, ou mettre des cahiers de présence, etc. Vous savez, c'est un peu beaucoup plus complexe que ce qu'on vous présente. On vous dit absence, il y a des absences qui sont effectivement du fait du patron, mais il y a aussi des absences qui sont aussi du fait... Oui, des jours fériés qui sont considérés comme des absences de la part du patron. Non, je vous parle d'ouvriers qui ne viennent pas travailler, et s'ils ne viennent pas travailler, ce n'est pas le fait du patron. Par contre, si le patron dit aujourd'hui qu'il n'y a pas de travail, c'est le fait du patron. Donc vous savez, on ne peut pas appliquer cela comme ça à toutes les exploitations. Il faut voir exploitation par exploitation ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Jean-Michel Emmanuel, on a le sentiment d'un certain déni lorsqu'on vous écoute, de ces personnes qui parlent, qui évoquent des situations, qui évoquent l'esclavage moderne, la pénibilité de leur travail, un manque de reconnaissance. Vous êtes l'un des acteurs clés de la création du groupement des producteurs de bananes de Guadeloupe. Vous connaissez la réalité du terrain. Est-ce qu'ils sont dans le faux? Est-ce qu'ils sont dans le mensonge? Je connais ma réalité chez moi. Chez moi, je respecte l'intégralité des jours fériés. Chez moi, mes ouvriers travaillent 6 heures, ils sont payés 7 heures. Chez moi, je ne dis jamais à mes ouvriers qu'il n'y a pas de travail. Et quand il plaît, je leur dis, parez la pluie. Est-ce que vous comprenez la colère des ouvriers qui sont en grève en ce moment? S'il y a aujourd'hui... Est-ce que vous comprenez leur colère? S'il y a aujourd'hui des cas où leurs droits ne sont pas respectés,
Leur colère est tout à fait légitime. Jean-Michel Emmanuel, merci d'avoir accepté de répondre, en tout cas à nos questions ce soir sur cette question délicate liée à la grève des ouvriers de la banane de Guadeloupe. Bonne nouvelle pour l'économie locale. La croissance se consolide en Guadeloupe. C'est la conclusion du dernier bilan économique et financier de l'année 2016 dressé par l'IEDOM et l'INSEE. La filiale de la Banque de France entend poursuivre sa politique de gestion. On écoute d'ailleurs les précisions de la présidente de l'IEDOM, Marianne Poussin-Delmas, interrogée par Linda Kayarsi. Donc à ce titre, nous avons signé hier une convention avec le rectorat de l'Académie de Guadeloupe de façon à toucher tous les publics des jeunes par le biais de supports pédagogiques, d'ateliers, de parrainage, de façon à donner un plus grand nombre possible de jeunes Guadeloupéens et Guadeloupéennes qui sont en éducation nationale actuellement, de leur donner une connaissance minimale de façon à ce qu'ils prennent les bonnes décisions dans toute la gestion de la vie au quotidien. Quand je prends un crédit, est-ce que mes ressources sont suffisantes? À quoi je m'engage quand je signe un contrat? J'ai coutume de citer un bon mot d'un musicien américain qui s'appelle Pete Seeger et qui dit l'éducation, c'est lire les alinéas d'un contrat. L'expérience, c'est ce qu'il vous arrive quand vous ne les avez pas lus. Notre souhait, avec la signature de cette convention avec le rectorat, c'est qu'on ait le plus grand nombre de Guadeloupéens et de Guadeloupéennes qui lisent les alinéas des contrats et qui les comprennent. Et retour à la case départ pour les candidats au baccalauréat technologique. Lundi dernier, une erreur s'est glissée dans l'épreuve d'espagnol. Résultat, l'ensemble des élèves ont dû repasser l'examen aujourd'hui. Reportage au lycée de Bellevue en Martinique, où Halloween Courcy et Guy-Raphaël René ont rencontré des candidats un peu agacés. Ils pensaient être en vacances hier et pourtant ce matin, les élèves de terminale technologique ont rendu pour la deuxième fois cette semaine leur copie d'espagnol. C'était assez facile, j'ai trouvé. C'était sur 14 femmes qui se sont battues pour la liberté des femmes, tout du style. Et puis voilà, c'était facile. Hein. J'ai pas eu de soucis particuliers. Non, pas spécialement de stress puisque je suis plutôt fort en espagnol quand même. Mais de revenir à l'école pour repasser une épreuve, c'est pas intéressant. Ça m'a effectivement rajouté un coup de stress vu que j'étais en train de faire une épreuve de physique lorsque j'ai appris et j'étais stressée après ça. Lundi matin, les élèves ont passé une première fois l'épreuve d'espagnol. Oui, mais voilà, les sujets étaient les mêmes que l'année dernière. Une erreur du ministère de l'Éducation nationale, rapidement décelée et corrigée. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bac, c'est une machine qui est compliquée et qui est de plus en plus complexe à cause de la multiplication des matières, des options et autres. Donc, j'ai envie de dire, c'est inévitable qu'il y ait de temps en temps ce genre de petits loupés. Mais tout est prévu pour réparer les choses. Bon, on a toujours un sujet de remplacement en cas de difficulté, donc les choses, disons, sont gérées au mieux. Le baccalauréat est une période stressante pour les candidats, mais aussi pour les fonctionnaires de l'Éducation nationale qui se sont vus contraints de réorganiser cette épreuve dans l'urgence. D'une part, il fallait déjà prévenir les élèves et nous assurer qu'ils recevraient les convocations du rectorat, ce qui a été fait parce qu'on est en communication directe avec l'ADEC. Et ensuite prévenir les professeurs qui par ailleurs sont convoqués déjà un peu partout. Donc ce travail a été fait rapidement et nous nous sommes assurés que les professeurs que nous avions convoqués n'avaient pas de convocation ailleurs. On convoque naturellement un peu plus de professeurs pour être sûr que certains pourront être présents. Au total, ce sont 377 élèves qui ont été concernés sur notre île par ce remaniement, en espérant avoir réussi cette dernière épreuve écrite. Résultat, le 5 juillet prochain. Et retour en Guadeloupe où les meilleurs élèves de l'année 2016 de l'école 2017 de l'école primaire Léon Fex de Pointe-à-Pitre ont été récompensés aujourd'hui. C'est la deuxième fois que l'établissement met en place cette cérémonie qui semble stimuler le potentiel des élèves. Reportage Isabelle Hamou. À l'instar d'une cérémonie à l'américaine, les élèves de Léon Fex ont eu droit à leur remise de prix de fin d'année. Meilleurs résultats, meilleur comportement. Il leur a fallu tout au long de l'année donner le meilleur d'eux-mêmes. Je suis contente parce que j'ai reçu la prix d'excellence. Moi, je suis très contente parce que j'ai le prix du meilleur comportement et je ne pensais pas l'avoir. Il fallait bien apprendre pour avoir de bonnes notes d'évaluation. Une fierté qu'habitait chaque enseignant au moment de la remise des médailles, malgré une année scolaire particulièrement difficile parfois. Cette année, ça a été très difficile. Déjà,
Beaucoup d'élèves sont arrivés non lecteurs, donc j'avais automatiquement besoin que les autres soient autonomes pour avancer avec les non lecteurs, pour pouvoir faire des ateliers de travail. Et quand les élèves ne comprennent pas ça, c'est très difficile. On n'attend rien d'extraordinaire, juste que l'enfant fasse régulièrement le travail qu'on lui demande de faire, qu'il se comporte correctement, qu'il soit en attitude d'écoute, de compréhension. Fort de son succès, cette deuxième édition ne s'achèvera pas ainsi. Le projet pourrait bien s'étendre vers d'autres écoles de la ville. Déposer le projet, oui, puisque c'est un projet qui inspire, qui donne envie aux enfants d'aller plus loin, de travailler, d'être dans le respect des autres. Et c'est vrai que je ne vous cache pas que Monsieur le maire nous a demandé d'étendre ce projet donc, au sein des autres écoles et pourquoi pas autre part. Donc voilà, on ne reste pas fermé, mais c'est vrai qu'on pense que c'est un projet qui doit vivre, puisqu'on l'a vu, les maîtresses l'ont dit, ça a permis de tenir les enfants sur l'année, savoir attention à la fin, je peux enlever les toches, je suis en train d'écrire les noms, je suis sur mon papier, attention à votre attitude, attention à ce que tu fais, attention à ton travail, investis-toi. C'est vraiment ça. De quoi stimuler toute l'année les élèves par la signature d'une charte de respect envers soi et des autres, un engagement qui se tient toute une vie. Restez avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. L'ouverture du salon numérique au Palais des Sports du Gosier, la première édition, et puis plus que quelques jours avant la Créolique, anciennement appelée la Diabolique, qui aura lieu cette année dans la ville de Bemao. Mais avant, c'est aujourd'hui que s'est ouvert le premier salon du numérique, un événement soutenu par la région Guadeloupe afin d'aider les populations à faire face à la révolution numérique qui touche notre quotidien. Reportage Isabelle Hameau, Linda Kayarsi. Halte au stand de l'impression 3D. Ce dragon jaune a été créé à partir de cette machine. On a ce dragon qui est fait en plusieurs pièces. Le fichier de modélisation, je l'ai récupéré sur le web. Donc c'est une femme qui l'a modélisé. Elle a été très sympa. Une fois qu'elle a fini le travail de modélisation, elle a mis les fichiers en accès libre et gratuit sur le web. Donc ici, on a plusieurs pièces qu'on a imprimées séparément et ensuite pour les assembler et surtout pour qu'une position soit maintenue, on a un élastique entre chaque pièce qui permet de tendre les pièces entre elles et du coup de maintenir aussi la position. Pour imprimer en 3D, il faut une imprimante spéciale et des outils adaptés. On a d'abord un filament plastique qu'on chauffe par une buse. On a des températures qui peuvent atteindre 230 degrés jusqu'à 230 degrés. Ça va dépendre en fait du filament qu'on veut, du plastique qu'on veut imprimer. Donc une fois que la buse chauffe le filament, donc ça va faire fondre le filament et puis on va venir déposer de fines couches de filament sur le plateau. Une fois que la première couche a séché, on vient poser une seconde couche, etc. Et l'exemple que je donne souvent, c'est que quand on construit une maison, qu'est-ce qu'on fait? On pose d'abord une première couche de parpaing, ensuite une seconde couche, une troisième couche, etc. Et au final, on a notre maison. Donc là, c'est pareil, sauf qu'au lieu de mettre du parpaing, on met des plastiques, des couches l'une sur l'autre et on finit par avoir sa pièce en volume. Autant d'éléments et de formes qui peuvent être finalisés grâce au 3D, une impression en plein essor. Et il existe une tradition qui perdure, celle des grands rassemblements familiaux, appelés aussi les cousinades. Ce dimanche, ce sera au tour de la famille William de se rassembler dans la section de Pliane à Gosier. Rosie William, bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, vous êtes membre de cette grande famille, la famille William à Gosier. Près de 300 personnes sont attendues ce dimanche à Pliane à Gosier. Que représente pour vous ce moment ? Un moment de joie, un moment de sérénité, un moment de retrouvailles, un moment fraternel, un moment d'amour. Comment ça se passe, une organisation comme celle-ci, de rassembler comme ça tous les membres de sa famille, en tout cas toutes les personnes qui portent le même nom, William, que vous, près de 300 personnes. Est-ce que chaque famille comme ça doit venir avec son plat? Racontez-nous un petit peu. Alors, c'est une organisation qui est relativement lourde. Effectivement, nous avons dû mettre en place des commissions
en fonction des affinités, des possibilités des uns et des autres. Et nous avons organisé, voilà, que ce soit pour mettre en place le site, parce que c'est un site que nous avons créé, que ce soit pour fleurir, pour organiser, pour recevoir les parents également. Il y a une commission restauration et là, nous avons des professionnels au sein de la famille qui sont également cuisiniers. Qu'est-ce que ça vous a apporté de mettre en place cet événement ? Se sentir utile, parce que en plus de faire connaissance avec un parent, ça crée vraiment du lien. Et là, vous venez justement à la question que j'allais vous poser. Est-ce que le lien, la généalogie comme ça, le lien que vous avez finalement créé et arrive vraiment à créer du lien, tisser du lien, vous voyez par exemple le reste de l'année ? Oui, absolument. Nous faisons des canards rencontrés, nous faisons des coups de main, Non, et puis en fait, je vais revenir juste une seconde sur le fait que c'est pas simplement une fête de ceux qui portent le nom William. Notre ancêtre s'appelait William, puisque à la base nous sommes anglophones, c'est vrai, mais on a répertorié plus de 147 parentés. Donc vous voyez, il n'y a pas que des Williams dans cette fête. Donc vous avez fait une recherche généalogique pour retrouver les membres de votre famille. Absolument. Vous avez eu des surprises ? Racontez-nous, qu'on sache un peu ce qui se passe. Les anciens, oui. J'ai par exemple ma sœur qui est parent d'un côté et d'un autre, d'un côté de la mère et également du père, par exemple. Oui, il y a eu quelques mariages, on ne dira pas malheureux, mais enfin quelques mariages heureux quand même. Et le semblé William, est-ce qu'il est, vous l'avez dit tout à l'heure, enfin, vous avez déjà plus ou moins répondu, il n'est pas réservé qu'aux seuls membres de la famille William. Tout le monde peut y participer. Comment ça se passe ? On a fait un recensement et c'est vrai, le but de ma présence ici, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est de se rapprocher de nous. Nous sommes sur un terrain familial, la Pliane, on connaît, la famille William, à Fond-John-Way. Et en fait, ces gens-là viennent et puis on mettra en place l'accueil. Donc ce sera ce dimanche 25 juin, à partir de 8h, à Fond-John-Way, à Pliane-au-Gosier. Dès 8h du matin. Oui. Toute la journée. Et est-ce qu'il y a une programmation de prévue justement pour animer, faire vivre cette journée ? Il y a d'abord un décollage. Vous voyez, regardez comment c'est beau. Il y a un décollage au coco, il y a l'accueil, il y a la signature du livre d'or, il y a la photo de famille également. Et puis à midi, le déjeuner, et dans le courant de l'après-midi, de l'animation. Est-ce que vous diriez que cet événement symbolise un petit peu la revanche de la famille ? Absolument, on en a besoin. Et puis, il y a les assises de la famille qui se déroulent jusqu'au 31 décembre 2017. C'est pas pour rien. On a besoin de ce socle. Merci Rosie William d'avoir accepté de partager ces informations avec nous et puis ce moment que vous allez justement partager avec votre famille ce dimanche à Pliane-au-Gosier. Est-ce que vous êtes sportive ? Oui, assez. Alors la créolique, vous connaissez peut-être, anciennement appelée la diabolique, revient cette année. Les organisateurs ont choisi la ville de Bemao comme terrain de jeu pour ce parcours sportif qui s'annonce bien plus musclé que celui de l'an passé. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter. Merci. La créolique, anciennement la diabolique, se veut un événement sportif et ludique ouvert à tous de 4 à 78 ans. Pour cette 3e édition, 5000 personnes sont attendues. Il fallait rassembler et pas diviser. Le premier nom était un nom qu'il fallait choquer. À aucun moment il y avait une connotation avec le diable. En revanche, maintenant on est parti sur un nom beaucoup plus populaire et ça va très bien avec l'événement parce que vu les tranches d'âge qu'on accueille, de 4 à 78 ans, et le type de personnes qu'on accueille, ce nom créolique est vraiment fédérateur. Le choix de Birmingham à Bemao n'est pas anodin. Les organisateurs ont voulu mettre l'accent sur la typographie et l'immersion en pleine nature, avec des difficultés adaptées au niveau et à l'âge de chacun. On va jouer avec les paramètres de la nature, parce que c'est quand même ça le but de cet événement, ne pas amener trop d'artifice, mais plutôt du naturel. Les parcours sprint, junior et master sont bien détachés sur samedi matin donc pour le junior, samedi après-midi pour le parcours sprint et dimanche matin pour le parcours master. Seul ou en groupe, les inscriptions sont possibles jusqu'au 29 juin en ligne via la page Facebook Créolique ou le site internet www.enjoyeventfwi.com. Les places sont limitées à 1000 personnes pour les parcours juniors et 2000 pour les adultes. Et sport toujours, dans le cadre de la journée de l'Olympisme, de nombreuses manifestations sportives ont été organisées aujourd'hui dans plusieurs villes de l'archipel, comme au Stade des Abîmes, où l'Union sportive pour l'enseignement du premier degré s'était associée à Cap Excellence et la ville des Abîmes pour soutenir la candidature de Paris au JO de 2024. Reportage Nathalie Dinan, Patrick Curie, Moïse Dexter.
Les Abîmes Villes Sportives ne pouvaient pas rater ce grand rendez-vous. Des centaines d'élèves réunis au stade de la ville se sont affrontés dans différentes disciplines sportives. Beaucoup ont choisi un sport inconnu ou méconnu et les organisateurs de cette journée de l'Olympisme espèrent des essais concluants. Nous avons eu un parrain qui est champion en la personne de M. Didier Dinard. Donc là, nous espérons que oui, qu'il y a une petite fibre sportive qui dégage de cette manifestation-là pour permettre aux élèves effectivement de tabler vers l'excellence dans les années à venir. Grâce au partenariat Éducation nationale, Union sportive de l'enseignement du premier degré et Cap Excellence, le site des Abîmes a été mis à disposition des écoliers pour la mise en pratique de plusieurs disciplines, certaines très originales. Nous avons du tennis, du hand, du cricket, nouvelle ligue qui se rapprochait de nous, du volleyball. Voilà, pour la plupart, nous avons fait un tour de la piste et 800 gamins, 800 élèves, et notamment les élèves porteurs de handicap. Une belle manifestation empreinte d'un esprit olympique, liant sport scolaire et sport fédéral, tout en soutenant la candidature de Paris au JO 2024. On s'amuse avec toutes les camarades qu'on ne connaît pas. J'ai essayé le cricket et le sauter. J'ai déjà essayé le cricket et le saut en hauteur, c'était génial. Et il faut vraiment que tout le monde essaie. On a fait du cricket et on a aussi fait le saut. J'ai trouvé ça bien. J'ai commencé à trouver ça. Je pense que j'aimerais bien en faire. J'aime bien sauter en hauteur. La première fois j'ai eu le trac, mais maintenant plus. Je pense que je peux faire de mieux en mieux. Parmi les 800 participants, peut-être de futurs champions olympiques. Et on l'espère, en tout cas, c'est l'heure des informations pratiques maintenant. La ville de Morne-à-l'Eau accueille une réunion concernant les premières assises de la vie associative de 8h à 14h à la direction de l'éducation et du temps libre. Et l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain à la mairie de Trois-Rivières de 8h à midi et demi. Lundi, le rendez-vous sera fixé face à la poste de Bergevin de Pointe-à-Pitre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté pour Questions Directes.